Bienvenue à ce tour cycliste d'Abitibi, Glencore. On est présentement à la quatrième étape déjà. Ce matin était présentée la troisième, qui était le contre-la-montre. Et aujourd'hui, donc, demi-étape qui vous est présentée pour conclure cette journée. Et dans une minute, nous allons débuter cette étape de 58,5 km. Et puis, donc, départ à 18h15 pour finir vers les 19h30 à peu près. Alors, une petite course hein, de à peu près 1h15 minutes. Alors, nous allons débuter du côté de Malartic. On va virer du côté de Rivière-Éva, Cadillac, et puis on revient à Malartic pour conclure cette étape. On le fait à chaque année. Habituellement, c'est une étape où il y a un petit peu de pluie. Spécialement aujourd'hui, la pluie s'est déchaînée sur nous, mais ce matin, du côté du contre-la-montre, et ce soir, on devrait s'en tirer avec un ciel gris mais sans trop de pluie. Alors, avec moi encore une fois aujourd'hui, le directeur général de la Fédération des sports cyclistes du Québec, Louis Barbeau. Nous allons donc décrire pour vous cette étape qui suit le contre-la-montre et nous aurons l'occasion aussi d'y revenir, bien entendu, à ce contre-la-montre pour vous tenir au courant de ce qui se passe avec, entre autres, les maillots, les classements et tout, parce que souvent, il y a de l'action qui se passe et il y a des changements qui arrivent lors de ces étapes. Est-ce que ça a été le cas, Louis, ce matin? Oui, en fait, ce matin, on avait l'épreuve de contre-la-montre individuelle. Puis, comme on le sait, le contre-la-montre dans le Tour de l'Abitibi est une épreuve qui est très, très importante. Donc, l'épreuve de contre-la-montre, qui était d'une distance de 9,3 km, a été remportée par Ezra Brown de la formation Vantaggio Fitness and Nutrition. Bon, dans le cas de Brown, c'était pas le coureur qui était nécessairement le mieux placé au niveau du classement général. C'était pas lui qui était le plus menaçant. Alors, celui qui, par contre, a terminé deuxième de cette épreuve de contre-la-montre à 2 secondes, Beckham Drake de la formation nationale des États-Unis, qui faisait partie de l'échappée lors de l'étape d'hier. Ben, il a terminé deuxième et ce faisant, ben, il prend la tête du classement général individuel. À l'issue de cette épreuve du contre-la-montre, il détient maintenant une avance de 11 secondes sur Nicolas Milanovic. Nicolas Milanovic, l'Américain qui a remporté l'étape d'hier. Donc, les Américains qui, lors des premières étapes, avaient été plutôt discrets, mais hier soir, ont été chercher la victoire d'étape. Et aujourd'hui, ben, évidemment, cette victoire lors du contre-la-montre individuel. Maxime Bourassa, quant à lui, bien évidemment, porte les couleurs, le Québécois qui porte les couleurs de l'équipe nationale. Il a très bien fait lors de l'épreuve de contre-la-montre en prenant le troisième rang à 18 secondes du gagnant. Et puis pour le classement général, bien, ça le place actuellement au troisième rang à 13 secondes de Drake et à 2 secondes de la deuxième place. Alors, si on regarde maintenant au niveau des classements pour les différents maillots, ben, on a le maillot brun est détenu par Drake, Beckham Drake de la formation nationale des États-Unis. Le maillot bleu qui est remis au meilleur jeune est actuellement détenu par Alban Picard de la formation nationale de la France. Il détient une avance de 7 secondes sur Elliott Perrault. Elliott Perrault de l'équipe du Québec, un première année junior également, qui faisait partie de cette échappée hier. L'échappée qui a pris presque 3 minutes sur le peloton hier. Donc, une étape qui avait été courue avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Si on regarde au niveau du classement du meilleur grimpeur, ben, ça va demeurer inchangé aujourd'hui, Jean-Philippe, parce que dans cette étape en soirée, ce qui se déroule sur le plat, il n'y a pas de point pour le classement du meilleur grimpeur. Donc, c'est toujours Paul Aurillac, coureur de la formation française, qui détient la tête avec 10 points. Il est 5 points devant le deuxième. Est-ce que tu sais s'ils remettent quand même un maillot ce soir, puisque aucune des deux étapes avait une montée? C'est une bonne question. Je ne pense pas parce qu'il ne peut pas y avoir de changement. C'est pas comme si le maillot était en jeu. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas l'impression. Donc, si on regarde maintenant au niveau du classement au point, Milanovic occupe le premier rang avec 42 points, 2 points devant Alban Picard, 8 points devant Alexis Bouteloup. Bouteloup de la formation française qui avait connu un excellent début de Tour de l'Abitibi, qui fait encore très bien, mais qui hier, dans l'étape, s'est retrouvé piégé un peu dans le peloton. Il y avait deux Français en avant
Et pour ce qui est de Bouteloup et de Simon de France, deux coureurs qui avaient très bien fait lors de l'étape inaugurale, ben, ils étaient dans le peloton, donc n'ont pas été en mesure de pouvoir défendre leur position au niveau du classement général individuel. Au niveau Et du classement par équipe, ben, présentement, c'est l'équipe canadienne qui mène avec 1 minute 48 secondes d'avance sur les États-Unis. En troisième position, on a la France. L'équipe du Québec siège pour l'instant en 5e place. alors, j'ai bien hâte de voir quel type de course on aura aujourd'hui parce que les deux premières étapes de mardi et mercredi, ça a bougé énormément. Hier, tu en as parlé, mais toute une échappée, 3 minutes d'avance entre les premiers cyclistes et le peloton. C'est quand même un écart qui était considérable. Et ce matin, les cyclistes, là, ils l'ont pas eu facile. Hein? Hier, ça a été sous la pluie. C'était pas très, très chaud. Mais ce matin, c'était froid et c'est encore pire. Et c'était avec des conditions météo. Heureusement, ce n'était pas des longues distances ce matin. Là, on parlait de 9 km, 9,3, mais c'était incroyablement froid et pluvieux. Alors, voilà, le départ de la quatrième étape, Anico Eagle vous est présenté. C'est le début. Alors, allons voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. C'est une courte étape et qui n'est pas très propice aux échappées. Hein. On n'en a pas vu, c'est pas arrivé souvent dans cette étape-là qu'il y avait des échappées. Non, généralement, quand on regarde les années antérieures, parce que ça fait plusieurs années qu'on dispute cette étape-là, c'est généralement des arrivées massives au sprint auxquelles on assiste. On a souvent eu de la pluie, par contre. On a eu toutes sortes de. On n'a pas toujours eu des conditions vraiment clémentes. Pour l'instant, Non. ça semble quand même être bien. Et dès le départ de la course, on voit ici, alors je pense que c'est le maillot vert de l'équipe de France, maillot vert qui est détenu par Aurillac, le centre numéro 15, qui a décidé de partir très rapidement. On voit derrière lui un de ses équipiers en troisième position. On a un maillot du Japon et on a le maillot brun qui est maintenant porté, comme je le mentionnais précédemment, par Beckham Drake de la formation nationale des États-Unis. À mentionner aussi aujourd'hui, Jean-Philippe, dans cette étape, il n'y a pas de sprint de bonification. Donc, les bonifications, autant en temps qu'en points, seront seulement décernées à l'arrivée de cette étape. Il n'y a pas non plus de Grand Prix de la montagne, comme je le mentionnais précédemment. Par contre, on aura des Grands Prix de la montagne, donc un Grand Prix de la montagne, pas Grand Prix de la montagne, pardon, des sprints du Ouais, maire, des sprints du maire de Malartic. Il y aura un sprint du maire de Malartic pour 250 $. Et il y en aura même un deuxième, donc on en aura deux, un avec 45 km à parcourir dans l'épreuve, donc au 15e kilomètre, et le dernier qui sera disputé avec 16 km à parcourir. Alors, c'est une très courte distance aujourd'hui hein, par rapport aux autres. On vous l'a dit, 58,5 km au total. Et déjà, on a de l'action au devant du peloton. Ça n'a pas tardé. Et on va voir, parce que c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des échappées. Là, je me souviens, là, mais il y a plusieurs années de ça où on avait réussi à créer une cassure. À ce moment-là, le parcours n'était pas tout à fait le même. Il y avait entre autres, Louis, tu dois t'en souvenir, une boucle où on faisait un virage vraiment très serré. Il y avait un virage à peut-être 240, 270 degrés. Ah ouais, il y avait des accrochages là-dedans. Il y a eu quelques bonnes chutes. Oui, le parcours a été modifié depuis, mais ça demeure malgré tout un parcours qui est relativement plat. Donc, l'épreuve de Malartic qui est toujours disputée la même journée que l'épreuve du contre-la-montre individuelle. Donc, l'épreuve du contre-la-montre individuelle qui est courue en matinée. Alors, souvent, on présente ça comme étant deux demi-étapes. Alors, on voit un coureur de la Nouvelle-Zélande qui est devant. Et les maillots ce matin n'ont pas été redistribués. Hein. Ça va se faire ce soir. Les maillots d'étape vont être remis quand il y a des changements. Là, c'est remis après la course de Malartic, tout comme les podiums. Alors ce matin, de toute façon, avec la pluie qu'il y avait, je pense que personne aurait voulu attendre même son maillot. Oui, en fait, la présentation n'a pas eu lieu, mais le nouveau leader au niveau du classement général porte en dos évidemment son maillot pour l'étape d'aujourd'hui à l'issue de son résultat contre la montre. Donc, on est passé des épaules un coureur de la formation américaine
qui est Milanovic, Nicolas Milanovic, qui avait pris le maillot brun à l'issue de l'étape d'hier. Et maintenant, c'est son équipier Beckham Drake, également de la formation nationale des États-Unis, qui porte le maillot. Ici, donc, tous les maillots ont été redistribués, là, même s'il n'y a pas eu de cérémonie. Oui, les maillots sont quand même. Alors, les leaders dans chacun de ces classements-là portent les maillots, mais. Alors, pour l'instant, on est regroupé, on reprend la largeur de la route. Une tentative en avant d'un des cyclistes. Est-ce que c'est un Japonais là, qui a décidé de faire bouger les choses? Ça semble effectivement être un Japonais. On voit toujours à l'avant, là, derrière, je pense que c'est encore une fois maillot vert. Donc, je ne sais pas si c'est un maillot de la formation Subway ou si c'est le maillot du coureur, le maillot vert avec pour le classement au point. Je pense que c'est le maillot pour le meilleur grimpeur, Aurillac, qui s'assure de couvrir. Donc, du côté des Français, j'ai l'impression que pour l'étape d'aujourd'hui, on souhaite probablement une arrivée massive et on fait confiance à nos sprinteurs pour aller chercher cette victoire d'étape et aller chercher des points, surtout pour le classement pour le meilleur sprinter. Classement pour le meilleur sprinter qui, pour l'instant, le maillot est passé des épaules du coureur français à un coureur américain. Donc, c'est Milanovic qui porte le maillot. Il a 2 points d'avance, comme je le mentionnais, sur Alban Picard, le centre numéro 14, qui faisait partie de l'échappée d'hier. 8 points d'avance sur Alexis Bouteloup, qui occupe le 3e rang. On retrouve par la suite Maxime Wojciechowski de l'équipe nationale du Canada avec 33 points. En 5e position, Gabin Jiquel, qui était dans cette échappée hier de centre numéro 16, qui est allé chercher différentes primes, notamment la prime du maire, qui occupe donc le 5e rang avec 30 points. Et en 6e position, on a égalité entre Maxime Bourassa de l'équipe nationale du Canada et Beckham Drake des États-Unis. Donc aujourd'hui, étape pour les sprinteurs. Du côté de l'équipe du Québec, on voudra possiblement placer une fois de plus le coureur, notre sprinteur désigné qui est Gabriel Tilly. Gabriel Tilly qui avait obtenu le 2e rang lors de la première étape, qui est le champion canadien de critérium. Donc, c'est une étape qui est faite sur mesure pour lui. Mais évidemment, il y a beaucoup d'opposition à l'intérieur de ce peloton. Oui, c'est ça. Il fait face à d'autres coureurs qui sont extrêmement rapides. Et là, les Américains qui qui ont seulement 4 cyclistes. Hein. Tu nous expliquais qu'on pouvait aller jusqu'à 6. Là, on en a seulement 4. Et ça nous fait travailler un petit peu plus fort parce que nos coéquipiers peuvent nous aider à travailler et c'est donc dire que l'équipe américaine est très forte là, parce qu'on se positionne bien. Là. Les coureurs, on l'a vu en fait hier, ils ont évidemment profité de cette échappée. On a vu que l'échappée s'est déroulée en plusieurs temps. On a d'abord eu un groupe de 7 coureurs qui est tombé à 6. Par la suite, il y a eu différentes tentatives de différents groupes pour faire la jonction et finalement, le bon groupe de chasse qui est parti était composé de 2 coureurs américains. Donc, on trouvait dans ce groupe-là, évidemment, Milanovic et Drake. Les deux ont réussi à faire la jonction et lors de l'arrivée, ils se sont imposés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve les coureurs américains en très bonne position. Mais tu fais bien de le mentionner parce que avec 4 coureurs seulement, ça va exiger de leur part beaucoup plus de travail pour défendre les maillots. Ah oui. Et lors des étapes, surtout les étapes de demain et de dimanche, des étapes qui sont quand même très exigeantes, ça pourrait être difficile pour eux autres de pouvoir défendre leur maillot jusqu'à la toute fin de l'épreuve. En tout cas, les Français vont travailler très fort pour le reprendre, ce maillot-là. Et puis, on aura certainement l'équipe canadienne aussi qui va tout faire pour s'imposer dans les prochaines étapes. Oui, ici en queue de peloton, on voyait un coureur de l'équipe du Québec. Il s'agit de SAR numéro 75, Cédric Brouillard. Avec lui, on retrouve Gabriel Tilly. Donc, Gabriel Tilly, qui est celui dont on vous parlait précédemment, là, donc qui est le sprinter désigné. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une raison particulière pour laquelle il se retrouve à l'arrière du peloton, peut-être descendu à la voiture. Donc, on voit, donc évidemment, les coureurs occupent toute la largeur de la route. Donc, il n'y a pas
lieu de s'inquiéter pour l'instant. On voit ici un des coureurs de l'équipe nationale américaine, Maddox Simmons. Et là, vous le voyez, c'est notre ligne de départ et d'arrivée. Hein. C'est là qu'on va revenir un petit peu plus tard du côté de Malartic. Et quand on voyait le peloton là, tout à l'heure, là, c'est où la meilleure position dans un peloton pour où un cycliste veut se retrouver? Généralement, on veut toujours être dans le premier tiers ou premier quart du peloton, là, selon la grosseur du peloton, mais je dirais idéalement dans les 10 premières positions pour pouvoir, évidemment, réagir s'il y a des attaques, être à l'abri également, voir ce qui se passe devant. Également, moins vulnérable à des chutes, parce qu'on sait que lorsqu'il y a des chutes, évidemment, si elles se produisent derrière nous, mais les chances d'être impliqués dans la chute sont beaucoup moindres. Donc, mais évidemment, ce sont des places qui sont convoitées et que plusieurs coureurs tentent d'avoir, mais puis dans le premier tiers, c'est le meilleur endroit. On travaille moins fort que. Est-ce qu'on travaille autant ou moins fort que plus loin dans le peloton derrière? Dans un parcours comme celui-ci, c'est assez comparable si le peloton est bien regroupé. Ce qui est important, c'est de pouvoir profiter du sillage des cyclistes qui nous précèdent. Mais la raison pour laquelle c'est préférable d'être plus en avant, c'est pour les raisons que je mentionnais. Donc, voir les attaques, question de sécurité, pouvoir réagir également aux différentes situations qui se produisent. Fait que c'est vraiment les positions qu'on cherche à occuper. On le voit d'ailleurs, là, les leaders des différentes formations. On a vu régulièrement depuis le début du tour les coureurs des équipes américaines, canadiennes, françaises, équipes du Québec également. Donc, on voit là actuellement à l'écran là, déjà là, on a 2, 3, 4 maillots de l'équipe nationale qui sont très bien placés un peu en tête de course. On retrouve également les coureurs français. Ici, c'est un Néo-Zélandais. Donc, les Néo-Zélandais qui étaient présents. On avait un coureur néo-zélandais hier dans l'échappée. On attend de voir parce que généralement, l'équipe néo-zélandaise a toujours d'excellents coureurs. Pour l'instant, pas encore de coup d'éclat de leur côté, mais il ne faut pas penser que ça n'arrivera pas. Alors, on regarde derrière, une attaque ici à l'extérieur, mais non, c'est simplement pour venir se replacer devant. Ça bouge, là. Mais ça va être comme ça, je pense, c'est pas mal tout le long. Là. On s'attend à une course qui va ressembler à ça. Là. Ça a des petits mouvements en avant, mais peut-être pas d'attaque conséquente là, qui pourrait laisser un échappé, mais on ne sait jamais. Hein. Comme je vous dis, c'est déjà arrivé dans cette course-là. Puis là, on essaie ici 3 coureurs qui se sont. Oui, on a un Japonais, un coureur de l'équipe canadienne, et je pense que derrière, c'est le maillot brun. Le maillot brun qui est en 3e position. Derrière, on voit, je pense que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est le maillot bleu, maillot du meilleur jeune, mais le maillot brun, donc de l'équipe américaine Beckham Drake, le dessert numéro 22, qui est un excellent coureur, là, comme on peut le constater, évidemment, lui qui a obtenu le 2e meilleur temps aujourd'hui lors des preuves du contre-la-montre. C'est certain que si parmi ceux qui peuvent s'échapper, ben, il en fait partie, ça c'est certain. Alors pour Drake, évidemment, avec le maillot brun, c'est avant tout de ne pas laisser partir qui que ce soit. Donc, on se positionne devant. Puis, comme tu le mentionnais, ben, le fait qu'il n'y a que 4 coureurs américains, ça fait en sorte qu'il doit assumer plus de travail. Donc, aujourd'hui, c'est un moindre mal parce que c'est une demi-étape. C'est une étape qui est relativement courte. On parle d'un peu moins d'une heure et demie de course, peut-être 1 heure et quart de course. Mais lorsqu'on va arriver dans les prochaines étapes, ça va être différent. Là. Il reste encore 3 bonnes étapes sur route, dont une étape de 140 km. Alors, et il y aura également donc des parcours qui sont beaucoup plus accidentés. Mais pour l'instant, ben, c'est lui qui détient, ce sont les Américains qui occupent la tête des classements pour le meilleur jeune et pour le maillot brun. Et ça va être intéressant de voir là, comment tout ça va évoluer au cours. Oui, en fait, c'est ça. Les Américains ont très bien travaillé jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si on peut aussi voir la carte à l'écran. Ça pourrait nous donner une idée où on se trouve là. Et pour l'instant, ce que vous voyez,
et qu'on verra certainement en même temps que la carte, là, mais c'est la ligne d'arrivée et de départ. Tout se passe au même endroit du côté de Malartic. Et c'est toujours une fête annuelle, hein, là-bas. Je sais que il y a distribution de hot dogs et il y a une petite fête où on accueille les cyclistes et les gens qui viennent assister à ça avec un grand plaisir. Ouais. Alors, on voit qu'on se rapproche tranquillement de Rivière-Eva. Et par la suite, on va continuer là, vers la droite sur la 117 encore un petit bout. Et puis, nous allons aller faire un demi-tour plus loin du côté de Cadillac pour revenir, reprendre le même chemin et revenir vers Malartic pour conclure cette étape. Mais comme on vous l'a dit, c'est une étape très rapide. Là. On devrait finir tout ça vers les 19h, entre 19h30 et 37 selon les scénarios plus ou moins rapides. On pourrait peut-être aller regarder un petit peu ce que ça a donné l'année dernière. Un résumé de cette troisième et quatrième étape, cette journée du jeudi, qui était aussi, en fait, qui était aussi joué du côté de Malartic et le contre-la-montre toujours du côté de Val-d'Or. Nous allons donc jeter un œil là-dessus et puis on vous revient avec la suite de cette course. On vous rappelle que nous en sommes à la quatrième étape présentée par Anico Eagle et ça se passe du côté de Malartic. Premier départ. Aaron Stack vient de s'élancer. Bonjour Claudette. Peux-tu nous dire c'est quoi ton rôle au sein de l'organisation? Mon rôle, je suis à l'accueil et à l'accréditation. OK. Et je joue ce rôle-là depuis, je ne compte plus vraiment les années, mais je dirais environ entre 20 et 25 ans. 20 à 25 ans que tu fais ce poste-là. Qu'est-ce qui est le plus le fun de ta job, de ton implication? Ah, c'est le fait de revoir des gens qu'on revoit année après année, qui reviennent toujours faire du bénévolat, de revoir les entraîneurs aussi qui viennent ici depuis des années. Hier, je jasais avec un qui me racontait que ça fait 30 ans qu'il vient ici. Il a participé au Tour en tant que cycliste. Donc, tout ça, c'est merveilleux de revoir ces gens-là. Puis, pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer dans le Tour de l'Abitibi? Oh, j'aime beaucoup redonner. J'aime m'impliquer beaucoup socialement. Ça me fait rencontrer des gens et les gens qui font du bénévolat, ce sont des personnes extraordinaires qui ont un don de soi incroyable. C'est tout ce côté-là, de redonner aux jeunes aussi. Alors, si je peux faire une petite différence, bien, tant mieux.
Bien, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir, Marie-Soleil. Merci beaucoup. Bon. Ah, il y a beaucoup de gens qui font partie de cette organisation, hein, plusieurs tâches qui sont accomplies. Imaginez, là, ça fait beaucoup de jeunes qui viennent de partout sur la planète pour participer à ce tour d'Abitibi et que ce soit du côté de l'hébergement, des communications, du transport, sécurité, il y a énormément de bénévoles et de gens qui participent année après année au Tour cycliste d'Abitibi Glencore. Ce que vous voyez donc, c'est notre ligne d'arrivée. On est fin prêt. Vous voyez le photo finish pour la traversée de cette fameuse ligne blanche au sol qui sera notre fin de course aujourd'hui, 58,5 km qui est à parcourir. On devrait récupérer notre signal bientôt. On approche de Rivière-Eva et puis ça va se poursuivre là, sur la route 117 où nous allons arriver à Cadillac bientôt pour autour du 27e kilomètre. C'est à ce moment-là qu'on va aller faire un demi-tour pour revenir vers Rivière-Eva et ultimement revenir ici à Malartic. Oui, on a vu dans les images qu'on nous a présentées de l'étape du contre-la-montre et de celle de Malartic l'année dernière, le contre-la-montre qui avait été remporté à plus de 47 km/h. Aujourd'hui, avec les conditions atmosphériques qu'on avait, la vitesse est un petit peu plus lente, quand même 45,9 km/h de moyenne, donc tout près de 46 km/h. Mais évidemment, d'une année à l'autre, avec les conditions qui changent, bien, ça affecte la vitesse des coureurs. Donc, on rappelle que le maillot brun est détenu actuellement par le coureur Beckham Drake de la formation nationale des États-Unis. C'est le dossard numéro 22. Il détient une avance de 11 secondes sur son équipier et détenteur du maillot orange pour le meilleur sprinter, Nicholas Milanovic. Troisième position au classement général, Maxime Bourassa, coureur québécois qui porte les couleurs de l'équipe nationale du Canada, qui est à 13 secondes. On a par la suite Gabin Gicquel de la France à 16 secondes. Maxime Wojciechowski du Canada à 31 secondes. Par la suite, Alban Picard. Alban Picard qui est le meilleur jeune au niveau de ce classement individuel, donc qui porte le maillot bleu. Il occupe le 6e rang du classement général individuel avec 38 secondes de retard. Elliott Perrault de l'équipe du Québec occupe quant à lui la 7e position. Donc, on vient de nous indiquer le résultat du sprint du maire. Donc, sprint du maire qui a été remporté par Louis Croteau de la formation de l'équipe cycliste Subway, l'équipe régionale. Si on vient au niveau du classement, donc 8e position, Javier NSC de chez Vantaggio Fitness and Nutrition. En 9e position, Haruka Kuwabara du Japon, qui est à 53 secondes. Et en 10e position, on retrouve Arnaud Lajoie de l'équipe nationale du Canada, qui est à 1 minute 30. Par la suite, au niveau du classement général, on est à plus de 3 minutes, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont perdu du temps hier. Arnaud Lajoie, qui faisait partie de cette échappée, mais qui, dans le dernier tour, a commencé à éprouver de la difficulté. Hier, j'avais indiqué que ça s'agissait de Maxime Bourassa, mais en fait, c'était Arnaud Lajoie. Maxime Bourassa, quant à lui, était très, très bien positionné. Donc, ce sont c'est la situation au niveau du classement général individuel pour le maillot brun. Donc, très rapidement, pour le maillot bleu du meilleur jeune, encore une fois, Alban Picard de la France, Elliott Perrault de l'équipe du Québec, 2e. On a par la suite Kuwabara du Japon, 3e à 15 secondes. Et pour ce qui est du 4e, Ben Archer de la Nouvelle-Zélande, il est à 2 minutes 38. Donc, pour l'instant, ça semble être une lutte à 3, mais évidemment, il y a encore de nombreuses étapes à venir qui pourraient venir tout bouleverser. Classement pour le maillot du meilleur sprinter, classement très serré actuellement. On a 42 points pour Milanovic qui a remporté l'étape sur route hier. 40 points pour Alban Picard, coureur français. Son équipier Alexis Bouteloup, qui avait remporté la première étape, est à 34 points. Le Canadien Wojciechowski à 33 points. Gicquel de la France, 30 points. Bourassa, 28 points. Drake des États-Unis a 28 points également. 26 points, on a 2 athlètes avec Simon de France et Gabriel Tilly de l'équipe du Québec. Et par la suite, on
On arrive à la 10e position avec 15 points. Ezra Brown de chez Vantaggio qui a remporté l'épreuve du contre-la-montre disputée ce matin. Alors, les Américains et les Français sont très bien placés. Il reste à voir maintenant qu'est-ce qu'on sera capable de faire du côté du Canada aussi. On n'est pas si loin. On a des coureurs qui ne sont pas trop loin. Vous voyez actuellement donc la position sur le radiotour, c'est l'icône en vert. On se rapproche tranquillement de Cadillac qui est complètement à gauche de votre écran. On a déjà franchi Rivière-Eva. Et de ce côté-là, là où on va aller faire le demi-tour pour revenir, ben là, on devrait avoir une antenne cellulaire qui va nous permettre de récupérer le signal, en tout cas pour quelques minutes, certainement. On sait déjà qu'on aura un petit trou ici dans ce coin de la 117, encore une fois, au retour, puisque c'est un aller-retour qu'on fait. Et puis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, cette course vous est présentée par Anico Eagle. C'est 58,5 km qui est à franchir pour les cyclistes. Et c'est une demi-étape, hein, parce que normalement, là, on est autour de 120 km. D'ailleurs, demain, je vous invite à ne pas manquer la course. Elle vous sera présentée un petit peu plus tard. Ça sera compté de 18h, 18h15 qu'on va vous la présenter. On va en fait vous présenter les meilleurs moments de cette course, puisqu'il y aura quelques trous de réseau en cours d'étape. Donc, dès qu'on aura la possibilité de vous transmettre l'entièreté des images que nous aurons pu vous obtenir, ben, ça va nous faire plaisir de vous présenter ça. Donc, vers les 18h environ, je vous invite à être présent demain. C'est une étape qui sera de 140 km. C'est la plus longue de ce tour. Le début de cette course va se faire à 14 heures. Et l'arrivée, là, on parle de 17h22. Donc, à compter là, de, je vous dirais, pas loin de 18 heures, vous allez pouvoir assister à cette étape. C'est à ne pas manquer demain. Et par la suite, eh bien là, ce ne sera pas terminé parce que samedi, ça risque d'être très intéressant. On a vu la première et la deuxième étape au centre-ville ici lorsqu'on était sur le circuit urbain. Il y a eu quelques tours, là, ça l'a éclaté les deux fois. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'attaques, des groupes qui se sont séparés. Et là, ben, imaginez, on va faire toute une course ici. C'est en fait 10 ou 12 tours qu'on fait d'un circuit de 10,4 km. Alors, c'est un 124,8 km qui sera à parcourir ici du côté de Val-d'Or et les gens de la région vont pouvoir assister à ça, hein, bien entendu. C'est toujours un moment très spécial parce que les cyclistes, on les voit passer souvent. Et bien entendu, ça mettra le point sur cette journée spéciale samedi et dimanche parce qu'il y aura beaucoup d'actions ici. On en avait parlé, mais c'est le Tour de la Relève qui va avoir lieu ce week-end du côté de Val-d'Or. Donc, plusieurs personnes qui vont venir courir ici et voir le Tour d'Abitibi avec un œil bien attentif, j'en suis convaincu. Et pour dimanche, ben là, on termine 7e étape, 6e jour de course. Alors, ça va se terminer avec une arrivée du côté de Val-d'Or, départ à Amos et pour une course de 112 km. Voilà les caméras qui sont de retour. Échappée d'un des coureurs au devant. Est-ce que c'était une échappée seule? Oui, je ne crois pas qu'il y a d'autres cyclistes devant. Ah, on va aller voir le temps. On va aller voir l'ardoisier. Donc, on a le Dossard 54 avec 20 secondes. Et 45 secondes qui séparent notre premier cycliste du peloton. Alors, pour l'instant, là, c'est un effort solo qu'on a. Donc, 20 secondes pour le poursuivant. On a un groupe de poursuivants, donc avec 5 coureurs qui a une avance. Donc, le leader a une avance donc, de 20 secondes sur ce petit groupe de 5. Ça semble être un Japonais. Le peloton serait à 45 secondes, oui. Japonais. À première vue, quand je regarde comme ça, là, ces écarts-là me semblent moins élevés que ce que les caméras nous disent, mais bon, on voit quand même qu'il y a un coureur en échappée. Ça semble effectivement être un Japonais. Donc, de Star 54 qui est en échappée, il s'agit effectivement d'un Japonais. Takumi Matsumura. Oui, et derrière lui, ben, il y a un groupe de chasse qui compte 5 coureurs, dont un de ses équipiers.
Yuki Inoue. On a également le dossard 63, Joshua Rowe, de l'équipe de la Nouvelle-Zélande. On retrouve également dans cette échappée un coureur de la formation North Star Development, dossard numéro 86. Il s'agit de Sergio Avaramillo Gallego. C'est une formation américaine, mais lui, il est colombien. Et finalement, on a deux coureurs de chez Vantaggio Fitness and Nutrition, le dossard 133, Emerson Seth Holland, et le dossard 136, Archer Myers. Le peloton qui semble pas pousser très, très fort pour l'instant pour aller chercher nos cyclistes au devant. Le Japon, lui, qui voudrait certainement retrouver deux de ses cyclistes dans un échappé, je pense que ce serait important pour eux parce que là, c'est pas parmi les nations qu'on retrouve au sommet du classement pour l'instant. Donc, on veut peut-être essayer de bouger les choses. Là. Oui, on peut parler également, on sait qu'évidemment l'arrivée est importante pour la victoire d'étape, mais il y a des secondes de bonification. Donc, la particularité dans le cas de cette étape-ci, c'est qu'elle est considérée comme demi-étape. Donc, au niveau des secondes de bonification, il y a moins de secondes de bonification que dans une arrivée normale. Donc, ça sera 6, 4 et 2 secondes de bonification qui vont être octroyées aux trois premiers coureurs au lieu de 10, 6 et 4. Par contre, pour ce qui est du classement au point, c'est 30 points pour une victoire d'étape, 30, donc comme pour les autres étapes sur route, donc 30, 24, 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4 et 2 pour les 10 premiers coureurs à l'arrivée. Alors, pour l'instant, on a une vue sur notre cycliste qui est au devant et qui est toujours seul. On va essayer de voir où on en est avec les écarts. On a vu tout à l'heure la moto ardoisier. En fait, c'est ça qu'elle sert. Là. Comme on n'a pas d'oreillette ici, elle voyage entre. Oui, puis là, on voit très, très bien, là, évidemment, que l'écart est de quelques secondes à peine là, entre les différents groupes. Là, tout est en visuel. Là, il y a pas plus que 15 secondes entre le premier coureur et le peloton. Puis on a le groupe de chasse là, qui est sur le point d'être repris par le peloton. Ici, un coureur donc de l'équipe cycliste Subway. Alors, je pense qu'il s'agit de Croteau. Donc, Louis Croteau, qui est celui qui a remporté le sprint du maire qui a été disputé. Donc, bon pour 250 $. Il y en aura un deuxième avec encore 15 km à faire dans cette étape. Alors aujourd'hui, pendant la course, c'est pour l'argent qu'on court. On veut les sprints pour pouvoir se payer un lunch. Mais les points, comme tu l'avais dit, là, à la fin, par exemple, parce que là, ça va être important. Oui. Là, il va y avoir de la bonification en points et en temps. Et en temps, c'est ça. Et en temps, compte tenu, pour ce qui est des points, c'est la même chose que pour toutes les étapes sur route. Par contre, pour ce qui est du temps, c'est 6, 4 et 2 au lieu de 10, 6 et 4, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une demi-étape. Mais ça demeure quand même des secondes qui sont très importantes. On a vu là, dans le classement général individuel comment c'est serré actuellement. Donc, beaucoup de mouvements en tête de peloton. Donc, on a une nouvelle tentative d'échapper. Donc, on voit encore une fois le coureur japonais qui reste devant. Donc, on nous indique là, encore une fois là, les écarts, là, 10 secondes et 20 secondes. En tout cas, ce que je vois à l'écran, c'est pas ça. Là. Ce qu'on voit à l'écran, là, il y a à peine quelques secondes entre les coureurs et le groupe de chasse et le peloton. Oui, puis on a vu le maillot brun là, qui travaille fort pour. Il y a à peine 5 secondes là, entre le groupe de chasse et le peloton. Là. Et le coureur japonais là, qui est en échappée, qui est sur le point d'être repris. Donc, on a deux coureurs qui se sont extirpés du groupe de chasse et qui vont venir faire la jonction. On se retrouve maintenant à 3 coureurs en échappée. Et je pense que c'est l'équipier du japonais là, qui vient de faire la jonction. Et derrière lui, on a... Alors, quel est ce maillot?
C'est un maillot bleu. C'est possiblement un coureur de chez North Star. On va attendre de pouvoir avoir la confirmation, mais on a donc ces 3 coureurs. Par la suite, derrière, il semble y avoir une petite cassure entre le groupe qui suit tout de suite là, derrière l'échappée et le peloton, mais Pas très gros, c'est là. pas très gros, effectivement. Et les coureurs là, de l'échappée qui vont être repris là, dans quelques secondes. Il y a vraiment très, très peu d'écart. La vitesse est élevée. On voit que le peloton est quand même bien étiré. Encore quand même quelques longueurs de vélo là, qui séparent les coureurs de tête du peloton. Ah, il y a eu quand même des attaques. Là. Jusqu'à maintenant, on essaie de bouger. Ben, on essaie évidemment de fatiguer les coureurs américains. Donc, on veut les éprouver, on veut les forcer à chasser. Oui, parce Et qu'on sait que s'il y a une attaque, ils n'auront pas le choix de réagir aux autres. Là. Exactement. Et puis, bon, évidemment, on prépare, même si c'est longtemps à l'avance, mais on prépare quand même la fin de cette étape. Il est peu probable qu'il y ait une échappée qui parvienne à se rendre jusqu'au bout, mais c'est pas impossible. Mais c'est surtout le sprint à la fin, donc à la fois pour les secondes de bonification que pour le classement au point. Donc, l'échappée maintenant a été reprise et c'est maintenant un coureur de l'équipe nationale de la France qui mène ce groupe. Alors, derrière lui, est-ce qu'il s'agit du maillot bleu? Alors, le maillot bleu qui est détenu par Alban Picard, également de la formation française. Alban Picard qui a déjà participé au Tour de la Relève ici en Abitibi, alors que son frère participait au Tour de l'Abitibi. Donc, lui était ici il y a 2 ans. Puis, à ce moment-là, Gabriel Tilly était également U17. Et je me rappelle qu'il m'avait dit il va vite, ce Français-là. Ah ouais. Donc, pas très surprenant de le voir ici aujourd'hui. Donc, on voit coureur de la France qui mène derrière. On peut voir sur la gauche de l'écran le maillot brun. Surveille ce qui se passe. Maillot brun de Beckham Drake des États-Unis, de star numéro 22, qui s'assure de ne pas laisser partir de coureurs qui sont menaçants ou bien placés au classement général. Les Japonais, en tout cas, qui sont de toutes les attaques jusqu'à maintenant, ou à peu près. Là. Ouais, on rappelle qu'au niveau du classement général, les coureurs français qui sont les plus menaçants sont Alban Picard, mais il y a également Gabin Jiquel, coureur de star numéro 16, qui faisait partie de cette échappée hier, qui pointe à 16 secondes seulement de la tête pour le classement général. Alors, virage ici un petit peu plus serré. Et on voit, il y a une petite distance quand même, Louis. Là, il y a quand même quelques secondes. Là. Oui, 5 secondes, donc on vient de nous confirmer. Alors, coureur français qui insiste, il veut céder le passage, demande au coureur japonais, mais le japonais ne semble pas. Donc, non, en fait, on est dans le demi-tour. On va amorcer le retour vers Malartic. Donc, déjà la moitié de la course d'effectuer dans cette 4e étape. Oui, ça va très vite, là. Hein? Et bon, on l'a vu, là, on a un petit bout, on va encore manquer de réseau parce qu'on on repasse du même côté, peut-être un 10-15 minutes, mais le reste, on va pouvoir vous le présenter jusqu'à la ligne d'arrivée où on est fin prêt à les accueillir, ces coureurs, pour cette fin de 4e étape. Toute petite étape à Nico Eagle qui vous présente ce 58,5 km du côté de Malartic. Et on voit là qu'il y a encore quelques dizaines de mètres, là, mais ça se rapproche. Là. Le peloton n'est pas très, très loin et je pense que ça va être rattrapé d'une seconde à l'autre. Il ne reste plus qu'un seul coureur devant. Un coureur français qui insiste pour l'instant. Devant le peloton, c'est un coureur de l'équipe nationale du Canada qui... on se relève derrière, là. On le laisse prendre un peu de distance. Oui, alors du côté de l'équipe canadienne, évidemment, on a Maxime Bourassa qui est très bien placé au classement général en 3e place.
Il devance le Français Jiquel par 3 secondes seulement. Donc, on parle évidemment beaucoup du maillot brun. Donc, l'équipe américaine qui va devoir assumer une bonne partie du travail, mais les autres équipes, l'équipe nationale canadienne notamment, ne voudra pas non plus laisser filer comme ça des coureurs qui peuvent être menaçants au niveau du classement général. Alors, petite différence, une petite distance ici, mais un peloton qui décide de réagir là, pourrait revenir pour l'instant assez facilement sur. Oui, et là, ce qui se produit, c'est que, bien évidemment, du côté des Américains, on a seulement 4 coureurs. On ne veut pas assumer tout le travail et être contré par la suite dans une tentative d'échapper. L'équipe canadienne, ben, ils disent eux autres, ben, c'est à toi d'assumer, c'est toi qui as le maillot brun. Mais à certains moments, les équipes vont devoir. Donc, on essaie de voir là, qui va assumer le travail. Bon, la vitesse est quand même elle est pas faible parce qu'on voit quand même que le peloton est étiré. Mais pour l'instant, on laisse quand même le coureur français prendre un peu d'avance. Ici, le Dossard 54 de l'équipe japonaise qui ferme la marche au sein de ce peloton. Il s'agit de Matsumura. Et là, il y a quelques secondes de plus là, qui s'ajoutent à la distance, là, à l'écart. On n'est pas très, très loin encore, mais derrière, pour l'instant, en tout cas, on ne panique pas. Donc, on a un coureur à gauche là, oui. qui semble vouloir venir faire la jonction pendant que derrière le peloton, vous voyez la largeur de la route au complet. Oui, ça ralentit beaucoup au sein du peloton. Il faut être aussi vigilant lorsque le peloton ralentit comme ça. C'est souvent là que peuvent se produire des chutes parce qu'on est peut-être un peu moins vigilant. On touche les freins pour ne pas accrocher la roue avant. Puis à ce moment-là, ben, il y a un effet de domino qui se produit. Alors, on nous annonce « 41 minutes d'effectuer jusqu'à maintenant et on devrait terminer ça vers les 19h30, 19h35 peut-être, là, à surveiller. Donc, dans 30 à 35 minutes, cette 4e étape qui sera terminée du côté de Malartic. Alors, ce sont toujours de petites étapes, celles de Malartic. Mais là, ça fait du bien de voir un ciel bleu. On n'a pas vu ça depuis quelques heures ici du côté de l'Abitibi, là, parce que hier et ce matin, c'était le déluge. Ça n'a pas été évident pour nos cyclistes, aux alentours de 13 degrés, là, avec de la grosse pluie. Mais là, pour l'instant, on est très chanceux ce soir. C'est pas très chaud, mais au moins, on est au sec pour cette 4e étape. Et encore une fois, on prend toute la largeur de la route. On n'est pas très pressé d'aller rechercher le coureur qui est au devant. Et je ne sais pas si on va avoir un écart éventuellement d'annoncer, là. Ah, un groupe de chasse là, devant. Oui, un petit groupe qui est sorti du peloton. Donc, on voit là, avec ces images arrière, on voit donc il y a un groupe de 5 à 6 coureurs qui se sont détachés, qui vont tenter d'aller rejoindre le coureur français. Donc, on n'a toujours pas l'identité, le numéro du coureur. On sait toutefois que c'est un coureur français. Bon, évidemment, du côté du peloton, là, ça réagit de nouveau. On voit là, que les 6 coureurs qui sont sortis du peloton vont être repris là, dans les prochaines secondes. Donc, toujours un coureur en échappée avec un peloton qui pointe à une dizaine de secondes, 10-15 secondes derrière. Et avant la course, on parlait de vent du nord, donc pas très chaud en partant, d'à peu près 10 km/h, mais des rafales qui vont jusqu'à 40 km/h, Louis. Fait que donc, il y a quand même des bonnes rafales de vent actuellement dans le secteur, là. Et ici, du côté de Val-d'Or, là, le vent n'est pas très présent, mais dans le parcours,
il pourrait y avoir certaines rafales pour les cyclistes. Ça peut, sur des longues distances, en tout cas, changer la donne, le vent. Là, je ne sais pas si dans une courte distance comme ça peut vraiment faire une différence, mais... Si à l'arrière du peloton, là, du côté gauche, on a vu que pendant quelques instants, le dossard 76, Elliott Perrault de l'équipe du Québec, Elliott qui occupe le 2e rang pour le classement du meilleur jeune derrière Alban Picard. Elliott qui faisait partie de cette échappée qui a pris près de 3 minutes dans l'épreuve d'hier. Et ce matin, pour Elliott Perrault, quand on regarde son contre-la-montre, il a terminé 20e à 49 secondes du gagnant. Donc, une bonne performance de la part du coureur québécois à sa première saison chez les juniors. Et là, vous voyez actuellement donc la ligne d'arrivée avec notre spécialiste du photo finish. Il n'est pas en train de danser. Je ne sais pas s'il essaie de sécher la ligne peut-être. Peut-être avec le reflet qu'il pourra avoir sur la ligne avec l'eau, peut-être, je ne sais pas. Sylvain Richard, donc un grand spécialiste ici au Tour d'Abitibi, habitué du Tour d'Abitibi depuis le début, hein, et présent avec nous depuis très, très longtemps. Oui, Sylvain, qui est également originaire de l'Abitibi, il vient de Rouyn-Noranda. Il a participé lui-même au Tour de l'Abitibi en 95, 96 ou 96, 97. Il a travaillé à la Fédération pendant plusieurs années. Donc, maintenant, depuis déjà plus d'une dizaine d'années, près de 15 ans, je dirais, se consacre à temps plein comme chronométreur, est impliqué dans les grands événements, Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Coupe du monde, Championnat du monde, beaucoup en cyclisme, mais également impliqué dans d'autres disciplines, notamment en athlétisme, en patinage de vitesse. Donc, pour Sylvain, évidemment, le Tour de l'Abitibi, ça revêt une saveur particulière compte tenu du fait qu'il est de la région. Donc, c'est une occasion pour lui de revenir là où tout a commencé pour lui. Évidemment, c'est quelqu'un qui a grandi avec le Tour de l'Abitibi, qui rêvait d'y participer, qui l'a fait à 2 reprises alors qu'il était junior. Puis maintenant, il vit de sa passion depuis maintenant plusieurs années. Alors, Louis, nous allons aller en entrevue. On a rencontré un peu plus tôt Normand Gosselin qui nous parlait un petit peu de son rôle ici du côté du Tour d'Abitibi. Nous aurons donc l'occasion de l'entendre dans les prochaines secondes. Et puis, on vous revient, bien entendu, pour la fin du parcours, puisque nous retrouverons nos coureurs lorsqu'ils approcheront. Ils auront passé, en fait, Rivière-Éva et on se rapprochera de la ville de Val-d'Or pour cette fin de course qui se déroule aujourd'hui du côté de Malartic. Alors, courte entrevue et puis on vous revient avec cette fin de course. Je suis présentement avec Normand Gosselin. Normand, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ce que tu fais autour de l'Abitibi? Je rédige des textes, effectivement, sur les à-côtés du Tour. Non pas les résultats, mais toutes les petites choses qui se passent alentour, les gens qui le composent, etc. Et je suis là depuis le début. Ça fait 57 ans. 57 ans, donc même là, on parle de avant le Tour. C'est le Tour. En fait, le Tour, il y a eu en 1968 une expérience pilote qui s'est appelée Cyclo Nordo. Et on voulait tester différentes choses, comment ça irait. Alors, c'est Léandre Normand qui a fondé le Tour. Moi, j'étais directeur du journal L'Écho d'Amos et Léandre était le journaliste sportif. Alors, c'est dans mon bureau à ce moment-là que les 3-4 premières éditions du Tour ont été organisées à partir du bureau de l'Écho d'Amos. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as vu le Tour évoluer au fil des années? Effectivement, au début, on avait quelques équipes, tout simplement du Québec et de l'Ontario. Après, je pense que ça devait être après 2 ans ou 3 ans qu'on a commencé à avoir des équipes des États-Unis et d'autres provinces, beaucoup plus, là, comme Colombie-Britannique, Terre-Neuve-Labrador, etc. Et ça a grandi tranquillement, pas vite, mais ce qui était drôle, c'est qu'au début, les gens nous disaient, les gens de Montréal nous disaient, ça ne marchera jamais un tour à 400 000 dans le bois, là. Pas de gros commanditaires. Alors là, le gars des Abitibiens était très clair, ça se fait pas, regarde-moi bien faire.
Et oui, on a travaillé beaucoup pour le réaliser. Et on peut dire que ça a grandi assez rapidement. Parce qu'aux alentours de 1974 à peu près, à ce moment-là, le Centre régional des loisirs est devenu le centre ou le bureau du Tour de l'Abitibi aussi. Alors, à ce moment-là, on avait une permanence. C'était beaucoup plus facile de travailler à ce moment-là parce que on avait M. Babin, Jean-Claude Babin, qui était le directeur du Centre régional des loisirs, qui recevait les appels, les communications, etc., et qui les aiguillait à bon port. Et oui, ça s'est bien développé. Et lorsque, évidemment, on a eu Marc Lemay, qui était un coureur au départ. Marc avait 18 ans, puis a couru, je pense, si ma mémoire est fidèle, c'est 3 années. Mais il a vite découvert qu'il était mieux en administration qu'en vélo. Alors, oui, Marc, il est le grand responsable, je pense, je suis convaincu, du fait que le Tour a obtenu une sanction de l'UCI. C'est en quelle année, ça, d'ailleurs? C'est au tournant de l'an 2000, à peu près, là, dans ces environs-là. Je n'ai pas la date précise, mais... Là, ça vous fait quoi cette année de voir des jeunes femmes autour? Extraordinaire, ça fait des années qu'on en rêve. On a commencé à en parler, je pense. Ça doit faire comme 20 ans, je pense, qu'on a commencé à en parler. Alors oui, c'est évidemment, l'équipe actuelle a commencé à le travailler d'une façon plus ferme et plus sérieuse il y a peut-être 4 ou 5 ans, mais il y a très, très longtemps qu'on en parle. C'est un très grand plaisir. Puis là, comment vous trouvez ça cette année de rédiger des articles? Parce qu'avant, il y avait l'échappée qui était donné papier. Maintenant, les articles sont mis en ligne. Comment vous trouvez que la présence du Tour dans les médias a évolué? Pour moi, on a encore beaucoup de travail à faire. Heureusement, on a eu le grand reportage dans la revue L'Actualité au mois de mai. C'était fantastique de voir une photo de 2 pages, puis voir 2 pages de texte qui racontait très, très bien l'histoire du Tour. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'avant le Tour actuel, dans les années 50, il y avait eu le Tour O'Keeffe de 1955 à 58 à peu près. Alors, ça remonte loin qu'il y a du cyclisme en Abitibi. En fait, on doit admettre que dans le milieu des années 50, ce qui arrivait, c'est que, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'immigration d'Italiens et d'Ukrainiens, d'Allemands, qui sont venus pour travailler dans les mines. Et ces gens-là étaient des habitués du cyclisme. Alors, ils se sont vite organisés des compétitions. Alors, il y en avait eu à cette époque-là. Et oups, là, il y a eu une période d'accalmie là, pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que Léandre réveille le tout. Mais en fait, il y avait quand même des courses locales depuis quelques années. Il y avait M. Paul Ferron d'Amos qui avait travaillé très fort à organiser des courses. Et Léandre a pris la balle au bon et a organisé le Tour. Il est où, Léandre, aujourd'hui? Il est à Montréal. Moi, je le rencontre régulièrement. De temps à autre. C'est un ami de longue date. Alors, oui, on aurait aimé qu'il soit ici cette année, mais il y a eu des petits problèmes de santé qui l'ont obligé à rester chez lui. Oui, oui. Léandre est rendu à 79 ans quand même. Alors, des fois, à cet âge-là, la maladie, la santé joue des tours. Pourquoi vous venez, après année, couvrir le Tour comme ça, écrire des textes? Qu'est-ce qui vous motive? Bien, vous savez, il y a une passion pour le Tour. Il y a ce sentiment d'avoir été là dès le début. Je ne suis pas venu à tous les tours depuis le début, mais souvent. Mais là, régulièrement, c'est depuis maintenant 7 ans que je viens régulièrement. C'est tellement agréable de voir ces jeunes qui vivent une passion, puis qui compétitionnent. C'est difficile à expliquer le plaisir que ça donne. Mais je me dis aussi que plus on va en parler, mieux c'est. Alors,
comme la rédaction, pour moi, c'est quelque chose de facile, mais à ce moment-là, puis que déjà, c'est une façon de contribuer. Puis en même temps, dès le départ, quand il y avait eu Cyclo Nordo en 1968, la mère de mes enfants, Suzanne Fauché, avait été la première infirmière de bord. Et aujourd'hui, j'ai une épouse qui s'occupe à la cafétéria. Alors, c'est agréable. On passe ensemble du bon temps à donner du temps à des jeunes qui le méritent. Puis quand je regardais, 43 filles au départ, ça a été fantastique. J'imagine que ça va grandir avec le temps. Il suffit de leur donner des occasions de compétitionner. C'est qu'il n'y en a pas suffisamment. Alors, je pense que le Tour de l'Abitibi vient d'ajouter quelque chose d'important. Je suis convaincu que dans les années à venir, ça va grandir très rapidement. Parce que les équipes qui sont venues ici vont retourner chez eux et vont en parler. C'est quelque chose c'est une information qui circule de bouche en oreille. Puis c'est quand même pas rien d'ajouter 4 étapes à un tour qui était déjà très grand. Puis là, justement, on a le plus grand tour féminin, la plus grande Coupe des Nations féminines au monde. Vous pensez que c'est quoi qui fait la force de notre organisation qui a pu amener le projet à terme? Écoutez, moi, je peux vous dire, pour avoir vécu en Abitibi quand même longtemps, j'ai grandi ici, puis j'ai été ici jusqu'à l'âge de 28 ou 30 ans, quelque chose comme... La mentalité de collaboration des Abitibiens, elle est fantastique. Et de dire à un moment donné, il y a une bonne idée qui est là, on participe, c'est tout. Les Abitibiens contribuent à la chose publique puis aux organisations en général. Cette région-là, c'est bâti à coup de bénévolat. Alors, de voir aujourd'hui autant de bénévolat pour une occasion, je n'étais pas inquiet pour la question de passer de 6 jours à 10 ou 11 jours. Je n'étais pas inquiet du tout pour ça. J'étais convaincu que oui, les gens allaient embarquer. Et il y en a qui embarquent la toute dernière minute. Quand ils voient le tour décoller, ils disent « Hey, avez-vous une place pour moi? » Alors, pour moi, là... C'est la communauté. Oui, l'esprit abitibien, son plus beau côté. Bon, un gros merci, Normand, d'avoir jasé avec nous ce matin. Ça fait un plaisir. Un des nombreux partenaires, en fait, une des nombreuses personnes qui collaborent depuis plusieurs années au Tour cycliste d'Abitibi, et qui était encore une fois sur place pour cette 55e édition. Oui, on vient de voir, donc on voit à l'écran là, que les résultats du deuxième sprint du maire qui a été remporté encore une fois par Louis Croteau. Donc, Louis Croteau qui va compléter cette étape d'aujourd'hui avec 500 $ en poche. Donc, on entendait M. Gosselin qui parlait évidemment de toute l'histoire autour de l'Abitibi, une véritable bible d'information. Je me permettrais quand même de le corriger juste sur un aspect. Quand il parlait du volet international, il parlait au tournant des années 2000, mais en fait, le Tour de l'Abitibi est au calendrier international de l'UCI depuis 1981. Donc, ça fait plus de 40 ans. Et évidemment, il parlait beaucoup là, de l'importance des bénévoles, toute la mobilisation qui se fait dans la région. Et évidemment, un événement de cette envergure-là ne pourrait pas avoir lieu sans le support de tous ces bénévoles en partant du conseil d'administration, la présence évidemment des partenaires, la présence des villes. C'est un travail de moine là, et c'est énormément de travail, mais bon, je pense que les gens, avec les années, ont développé ce sentiment de fierté et d'appartenance autour qui fait que d'une année à l'autre, on revient puis on a un événement qui est toujours aussi accueillant où les gens ont toujours autant le goût de venir. Donc, vraiment, chapeau à toute l'organisation, Mélanie Rocher, avec toutes les personnes qui travaillent là, de près avec elle.
Donc, un travail absolument extraordinaire. Ah oui, des défis, là, il y en a de toutes sortes à relever pour tenir un événement comme ça. Et tu l'as mentionné, plusieurs bénévoles qui collaborent année après année, puis ça travaille très fort. Et là, en plus, rajouter des journées comme ça, c'est énorme, là. C'est sur plus d'une semaine. Alors, bravo à tout ce monde. Vous voyez donc l'icône vert là, indiquée où on indique Radio Tour. Ça se rapproche de la ville de Malartic. On est à quelques minutes de notre arrivée. Nous devrions récupérer notre signal de caméra très bientôt et nous allons poursuivre sur la route 117 pour conclure ce 58,5 km. On a hâte de voir où on en est là, avec nos cyclistes parce que ça fait déjà une dizaine de minutes qu'on les a quittés. Alors, on va essayer de voir si il y a encore des cyclistes au devant ou si nous allons arriver avec un groupe, un peloton regroupé dans les prochaines minutes du côté de Malartic. On vous rappelle que là-bas, ben, il n'y a pas de tour comme lorsqu'on est du côté de Val-d'Or où il y avait le circuit urbain. C'est un passage direct. Donc, un seul passage à la ligne d'arrivée. Ce sera le cas également pour la course de demain. Il reste une douzaine de kilomètres, vous le voyez, c'est ce qui est inscrit. On a 59 minutes de parcouru. Oui, et Jean-Philippe, compte tenu de ce qu'on nous a montré à l'écran il y a quelques minutes avec le sprint du maire qui a été remporté par Louis Croteau de l'équipe cycliste Subway, c'est selon moi, ça fait, donc on était à 16 km, maintenant on est à 12, donc il y a à peine 4 km. Alors j'ai l'impression que le peloton est de nouveau regroupé. Bon, évidemment, il peut encore y avoir de l'action, mais ce qui est certain, c'est que le coureur français qui est en échappé pendant un bon moment a été repris. Et on doit commencer à penser là, à préparer le sprint. Donc, on rappelle que ce sprint d'arrivée confère il y aura des secondes de bonification aux 3 premiers coureurs, 6 secondes pour le gagnant de l'étape, 4 secondes pour le deuxième et 3 secondes pour le troisième. Alors, contrairement aux autres étapes sur route, on avait 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes. Donc, il y a un peu plus de secondes, il y a moins de secondes cette fois-ci. Par contre, pour ce qui est du classement au point, c'est la même chose que pour les autres étapes sur route. Donc, le gagnant de l'étape empoche 30 points. Par la suite, pour la deuxième position, c'est 24 points, 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4 et 2 points pour la 10e place. Et on l'a mentionné déjà précédemment, on a un classement, tant pour le classement, en fait, tous les classements, à l'exception du classement du grimpeur pour lequel il n'y a pas de points aujourd'hui, mais les 3 autres classements sont très serrés. Le classement du meilleur jeune qui est détenu actuellement par Alban Picard, à 7 secondes seulement devant Elliott Perrault. On a évidemment le classement pour le maillot brun où on a l'Américain Drake qui mène avec 11 secondes d'avance sur son équipier. Et en troisième position, on a Maxime Bourassa. Mais par la suite, il y a plusieurs coureurs à l'intérieur de 30 secondes là, derrière le meneur au niveau de ce classement. Alors, chacune des secondes de bonification qu'on peut grappiller est importante. Donc, on voit ici que le peloton est regroupé. On voit que la vitesse, elle est élevée. Alors, je pense que c'est un coureur de l'équipe nationale de France qui est devant. Et on est certainement très confiant de ce côté de peut-être justement aller chercher une victoire d'étape. On les a vus lors de la première étape. Ils avaient très bien fait en allant chercher la première et la troisième position. Donc, Gabriel Tilly de l'équipe du Québec s'était inséré et qui avait réussi à aller chercher la deuxième place. Donc, on verra bien, mais dans à peine une dizaine de minutes, là, entre 10 et 12 minutes, on devrait avoir cette arrivée pour cette demi-étape disputée à Malartic. Alors, vous voyez la caravane, les cyclistes qui sont tous regroupés maintenant en peloton. Et bon, on l'avait un peu prédit, là. Tu l'avais prédit, Louis. C'est souvent comme ça que ça se termine ici du côté de Malartic avec un peloton regroupé. C'est une étape qui n'offre pas énormément de difficultés, pas de grosses côtes. Et ben voilà, là, lorsqu'on se retrouve. Et c'est plus court, donc c'est plus propice à une arrivée en peloton et donc en sprint. Et là, ben, on va devoir se jouer du coude pour être au devant dans les prochaines minutes pour être capable de franchir cette ligne d'arrivée et d'aller chercher ces fameux points, en tout cas parce qu'il y a plus de points qui sont attribués, mais aussi ces quelques secondes très précieuses qu'on pourrait accumuler à notre temps.
Alors, vous voyez qu'on prend toute la largeur de la ligne. Là, comme il n'y a personne en avant, ben, l'enjeu de vitesse est moins important. Là. J'imagine qu'on veut se placer stratégiquement pour pouvoir attaquer au bon moment. Là. Oui, on peut voir, là, on a des motos également de sécurité qui sont positionnées là où il y a des rétrécissements sur la route. On voit, là, il y avait un passage et pour signaler aux coureurs là, qu'il y a un petit resserrement. Donc, toujours la sécurité qui doit toujours être l'élément qui doit prévaloir là, dans toutes les compétitions. On a de nouveau un coureur qui tente de s'échapper seul. Et là, à quelques kilomètres comme ça. 76 en queue de peloton, Elliott Perrault de l'équipe du Québec. Sur la droite de l'écran, on avait le dossard, je pense que c'était 112, oui, 112. Nolan Tardy de l'équipe cycliste Subway. Donc, toujours ce coureur détaché, seul pour l'instant. Il y en a quelques secondes à peine qui le séparent. Mais en même temps, dépendamment qui est au devant, c'est pas inquiétant pour les Français. Là. Et voilà, on voit l'écart là, très bien entre les deux, entre le cycliste et le groupe derrière qui ne vont pas très rapidement. Là, ça pourrait être stratégiquement intéressant pour les Américains de laisser un athlète qui est loin dans le classement au devant comme ça, là, j'imagine. Oui, mais en même temps, il faut voir, là, on n'a pas été en mesure d'identifier le coureur. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'un coureur qui n'est pas menaçant? Donc, si c'est le cas, ben, on peut effectivement le laisser aller. Il va chercher à la fois les secondes de bonification et les points pour les deux classements pour le maillot brun et le maillot orange, donc qui, à ce moment-là, réduisent les possibilités pour les coureurs qui sont les plus menaçants d'aller chercher des points. On a vu pendant quelques secondes à la queue de peloton, lorsqu'on avait l'image, le maillot orange du coureur Milanovic qui a remporté l'étape hier, donc ce coureur de l'équipe nationale américaine. On sait que les Américains sont 4 coureurs, donc il y en a 2 qui arborent évidemment le maillot de l'équipe nationale, mais il y en a 2 qui ont actuellement le maillot brun et le maillot orange. Alors, on se rapproche de cette fin de course, 1h06 bientôt de parcouru. Et c'est une demi-étape, comme on vous le rappelle, 58,5 km, présentée par Agnico Eagle aujourd'hui. Cette 4e étape qui démarrait et se concluait du côté de Malartic. Donc, le coureur qui est en échappée depuis quelques minutes, qui va être repris par le peloton. Et c'est maintenant chose faite. On a de nouveau un peloton regroupé alors qu'on approche de plus en plus la ligne d'arrivée. Et là, ce sont les coureurs de l'équipe du Québec. L'équipe du Québec actuellement qui mène donc ce peloton. On veut probablement préparer le sprint pour Gabriel Tilly. Derrière, on voit également les coureurs de l'équipe nationale. On a du Canada, on a aussi l'équipe de France. Donc, les équipes vont tenter de se positionner pour préparer le sprint, pour lancer leur sprinter pour aller chercher cette victoire d'étape. Nouvelle accélération un peu à la droite de l'écran. Et ça, c'est un coureur japonais là, qu'on pouvait voir là, qui revient vers le devant. Non, c'est de nouveau un coureur. Est-ce que c'est un coureur? Non, c'est pas un coureur français. Hein? Ouais, c'est. Avec le soleil, ouais, c'est des conditions difficiles à voir actuellement, mais ce qu'on sait, c'est que évidemment les Français, les Américains et les Canadiens là, vont essayer de se tailler une place pas trop loin pour pouvoir attaquer au bon moment. Ça, c'est certain. Celui qui est devant, là, c'est soit un Français ou encore un. Je pense que c'est un coureur français, effectivement. On voit un coureur américain là, qui est du côté gauche de l'écran, qui est en train de possiblement ramener son leader vers le devant du peloton. On prévoyait une arrivée entre 19h30 et 37. On est actuellement à 19h27, là, donc on s'en rapproche. Là.
Ouais, l'allure continue d'être rapide. Pour l'instant, là, celui qu'on voit à l'écran, coureur de l'équipe nationale de France, on voit un petit peu, un peu derrière là, le maillot bleu devant le coureur de l'équipe canadienne. Il s'agit d'Alban Picard qui porte le maillot bleu du meilleur jeune au niveau du classement. Sur la gauche de l'écran, coureur de l'équipe du Québec là, qui tente de remonter vers le devant avec un de ses équipiers dans la roue. Donc, on doit se battre pour maintenir une position en tête parce que chaque fois qu'on arrive là, si on coupe le moindrement notre effort, ben, il y a d'autres coureurs qui nous devancent. Et donc, on va approcher. Ça ne devrait plus tarder. Alors, on voit que tout le monde est positionné on est prêt à attaquer pour ce sprint final, là. Et puis, bon, aujourd'hui, ça a été quand même une épreuve intense ce matin, mais courte, seulement 9 km. Et là, une demi-étape ce soir de 58,5. Donc, il reste encore certainement de l'énergie pour un dernier sprint, là. Oui, on voit côte à côte un coureur de l'équipe nationale de France avec un coureur de l'équipe du Québec. Les mouvements derrière le peloton, on essaie de trouver un endroit pour passer, là, pour pouvoir effectuer une accélération. On prend toute la largeur de la route. Alors, évidemment, même avec le travail, la Sûreté du Québec là, qui range les véhicules sur les côtés, on doit quand même être vigilant. Ah oui. Oui, parce qu'on dépasse les lignes blanches parfois en roulant. Donc, les véhicules ne sont pas loin, là, même s'ils sont stationnés. Comme tu dis, il faut être vigilant. Alors, pour l'instant, étape qui s'est bien déroulée quand même. Il n'y a pas eu d'accrochage, de chute. Et là, on se rapproche. On est à quelques minutes de cette fin de 4e étape. Ouais, on a une petite ascension ici. Donc, une petite difficulté là, avant la ligne d'arrivée. Quelques images pendant ce temps sur l'arrière du peloton. On voyait Javier Hennessy de la formation Vantaggio, coureur également de l'équipe nationale canadienne, dont on ne voit malheureusement pas le dossard. Là. Je pense qu'il y a une veste par-dessus. Et on n'est pas encore entré dans la ville de Malartic, mais on ne doit pas être loin, Louis. Oui, et ça roule à fond de train là, actuellement. On voit encore une fois, alors, je pense que c'est toujours un athlète de l'équipe du Québec. L'équipe du Québec occupe actuellement les 2 premières positions pour préparer et lancer ce sprint. Donc, à la vitesse que ça va, j'ai l'impression qu'on ne doit vraiment plus être très loin. On voit par contre en 3e et en 4e roue, on voit les coureurs français donc, qui sont bien positionnés. Donc, où se trouve Gabriel Tilly? Gabriel Tilly qui est certainement le sprinter désigné. Donc, le coureur de l'équipe du Québec qui vient de céder le passage. Donc, il a accompli le travail pour bien positionner son équipier. Et là, on a la moto qui vient de prendre un peu de distance parce qu'on approche de la ligne d'arrivée. Alors, rond-point qu'on franchit, le premier rond-point du côté de Malartic. Alors, évidemment qu'on doit prendre carrefour giratoire qui est situé à 1,8 km de l'arrivée selon les indications qu'on a dans le guide de course. Donc, environ 2 minutes et demie, 3 minutes maximum avant la fin de cette étape. Alors, on a coureur de la France maintenant qui est devant. Donc, on va avoir à 600 mètres de l'arrivée, on va avoir une chicane qui va vers la droite et par la suite, on aura un virage à gauche à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et là, dans les derniers mètres, évidemment, on doit quitter le chemin de course pour ce qui est des motos parce qu'on ne veut pas nuire à cette fin de course-là, mais on est prêt du côté de la ligne d'arrivée pour voir qui franchira en premier. Ce sera dans les prochaines secondes que tout ça va se régler. Alors, 4e étape, voilà, on prend la sortie.
Et là, on va arriver dans le dernier virage dans quelques instants, dans quelques secondes, et il restera 300 mètres pour la ligne d'arrivée. Et les voici. Et là, ça arrive à fond de train. Donc, on est dans le sprint final. Le sprint est engagé. Qui va aller chercher cette victoire d'étape? On Alors, va voir difficile dans à voir quelques avec les instants. gens, mais on va essayer d'identifier ça au passage. Ce Alors, les sont- voici. On a un Oh! coureur, C'est un Français. Et deux deux coureurs Français. Puis, Oui. pour le troisième à gauche, je n'ai pas été en mesure d'identifier, mais on a deux Français, dont je pense qu'il y avait Le maillot bleu, là. le maillot bleu, donc d'Alban Picard. Alban Picard qui occupait, avant le début de cette étape, Alors, voilà la tous les cyclistes position de qui tête sont, pour le classement du meilleur jeune, mais qui était également très bien placé. Il était 6e au classement individuel. Donc, alors on nous confirme. Donc, c'est Gabin Jiquel qui remporte cette étape devant Alban Picard. Zach Martinez de l'équipe nationale américaine de dessert numéro 21 qui prend le troisième rang. Ici, un coureur de l'équipe du Québec qui va venir compléter. C'est probablement donc Alexis Bouteloup, les Français qui font très, très belle figure Ah oui. avec 3 coureurs parmi les 4 premiers. Pour la 5e place, Maxime Wojciechowski, le numéro 45. Pour la 6e position, on attend la confirmation. Possiblement le dossard numéro 72. Par la suite, en 7e position, coureur du Japon. Donc, les Français qui se sont repris de belle façon. Donc, pour Gabin Jiquel, c'est 2 secondes de bonification. Il était actuel avant cette étape. Il occupait 6 secondes de bonification. Il était 4e à 16 secondes au niveau du classement général. Et avec les 6 secondes de bonification, il passe devant Maxime Bourassa et Nicolas Milanovic. Donc, il va se retrouver en 2e position à 10 secondes de Beckham Drake. Donc, une belle opération pour le coureur français qui avait besoin d'aller chercher ce seconde de bonification pour pouvoir se rapprocher de la tête. Donc, il passe de la 4e place à la 2e place au niveau du classement général au temps. On va attendre de voir pour ce qui est du classement. Le classement, évidemment, pour les points. Alors, Jiquel, rapidement, donc 30 points. Ça lui en donne 60. Pendant ce temps, évidemment, tous les coureurs qui ont complété cette étape, on devrait probablement revoir le tableau. Alors, donc, Gabin Jiquel avec 30 points passe de 30 à 60. Alban Picard qui a 40, avec 40 points, donc à 24, monte à 64 points. Alors, si on regarde du côté Martinez, il était loin. Bouteloup avait 34 points. Il va en chercher, avec sa 4e position, va en chercher 16 à 50. Donc, les Français qui vont reprendre la tête de ce classement, c'est Alban Picard qui, en principe, évidemment, toute réserve, donc on a Wojciechowski qui, lui, avec la 5e position, va quand même chercher 12 points. Il en avait 33, donc 45. Donc, sous toute réserve, Alban Picard qui va prendre la tête du classement pour le meilleur sprinteur, lui qui est également le meilleur au niveau du classement du meilleur jeune. Donc, très belle opération. Jiquel qui, pour sa part, va passer normalement de la 5e position à la 2e position pour le classement du meilleur sprinteur. Donc, très, très belle opération pour les Français aujourd'hui. On sait que c'était très difficile d'aller chercher du temps parce que c'était une arrivée massive qu'on prévoyait. Mais malgré tout, on est allé chercher quand même quelques secondes avec Jiquel qui est allé chercher 6 secondes, ce qui lui permet de passer de la 4e à la 2e place au niveau du classement général. Donc, les Français qui se sont repris de très belle façon aujourd'hui lors de cette étape.
Eh bien voilà, c'est ce qui conclut cette diffusion de la 4e étape du Tour d'Abitibi Glencore, présentée par Agnico Eagle. Je vous invite demain à ne pas manquer la prochaine. Ce sera une longue course, 140 km, et on vous la présentera, on vous présentera les meilleurs moments dès 18 heures. Soyez-y pour la présentation de cette course qui débute du côté de Santerre et qui se termine tout près au Mont-Bell, ou alors ce sera une montée très abrupte pour terminer cette course, pour se rendre à la ligne d'arrivée. Alors voilà, on vous laisse sur ces images et on vous retrouve demain pour la 5e étape. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Louis Barbeau, directeur général de la Fédération des sports cyclistes. On se retrouve demain pour la prochaine étape.